Je ne peux pas dire que j'ai constaté au moment de changements de gouvernement, des changements majeurs sur le plancher des loges. C'est quand on avait des rencontres où on devait débattre de dossiers de fonds, de modifications au réseau, etc. Il y avait des visions qui pouvaient être différentes. Mais on a passé à travers de multiples transformations et on se demande encore aujourd'hui lesquelles ont produit le plus de résultats. Il y avait des très bons projets. Quand on pense à Rochon avec la fermeture d'un nombre de lits très grand pour mettre des soins à domicile. Mais tout ça est arrivé en même temps qu'il fallait restreindre les budgets. Bien, qu'est-ce qui se passe? On a coupé les lits, on n'a pas mis l'argent dans les soins à domicile, ce qui fait que le monde sortait plus vite, on ne pouvait plus rentrer, tout le monde se retrouvait la patte en l'air, tombait dans le crack. Il n'y avait plus les services entre les deux. Parce qu'on ne les avait pas mis. L'argent qui avait été économisé en fermant les lits n'a pas été ajouté. Donc, si tu ne le mets pas au développement des services à domicile, des CLSC, ben, il n'y a rien à faire. Entre deux, cet argent-là, quand il est accaparé à autre chose, ben, tu ne le vois plus passer dans le réseau lui-même. Et ça a été chaque réforme. J'ai des bouts qui pouvaient avoir du bon sens, mais c'est comme si jamais on a consacré l'intérêt de finaliser la réforme. On est passé par toutes sortes de changements. Moi, je dis beaucoup de changements de nom. Les CRES, les CR3S, qui sont devenus, après ça, les régies, qui sont devenues les agences, puis là, qui vont être des SI, SSSS, je ne sais pas combien de S, là. Mais le changement de structure comme tel, il ne produit pas de résultats en termes de soins et de services à la population. Que ça s'appelle Pierre Jean-Jacques, monsieur, madame, tout le monde, quand il est malade, ça ne change rien, lui. Donc, la réforme, quand Rochon est passé, Marc-Yvan Côté, il y a eu Trudel, il y a eu Mme Thérèse Avoirou, il y a Couillard. Alors, les multiples réformes se sont attaquées principalement aux structures, mais ça ne vient pas toucher la quantité de services qui est offert aux personnes qui en ont besoin. Sauf que tout l'argent qu'on passe dans ces modifications de structure-là, mais on ne peut pas le mettre en soins. Changer des structures, ça ne produit pas de résultat pour la personne qui est dans un lit d'hôpital. Ça n'a aucun effet que le centre soit seul, soit fusionné avec d'autres, ça ne change rien. Parce que la structure, elle ne donne pas de service. Elle est censée d'orchestrer. C'est le chef d'orchestre. Mais il faut que dans cet orchestre-là, il y ait du monde qui les donne les services. Ce n'est pas les personnes qui sont consultées, naturellement. Alors, que ce soit à n'importe quel niveau, on fait passer la structure devant les services à la population. On a vécu, dans les années 80, la période du PRN. On donnait des services en fonction d'une cotation. Installer un soluté, ça donnait tant de points. Faire un lit, laver un malade,
chaque chose était minutée. Un monsieur à Montréal qui avait parti ça, là, maintenant c'est la méthode Toyota, mais ça ressemble à ça. Et il coupait du personnel parce que tel malade, il ne manque pas plus que tant. Mais installer un soluté à une personne âgée de 80 ans, qui a la peau comme du papier de soie, qui a les veines qui éclatent, juste à les regarder, ça ne prend pas le même temps vous installez un soluté, parce que vous vous êtes fracturé une jambe, donc vous n'êtes pas malade, puis vous avez des belles veines. Alors, mais tout avait été normalisé. Il y avait des grilles à remplir. Alors, on a passé par toutes sortes d'appellations qui se sont traduites avec Bolduc, ancien ministre de la Santé, en méthode Toyota, et encore dans les établissements de santé actuellement. J'ai une nièce qui est travailleuse sociale dans un CSS. Et ils sont à implanter des grilles pour le temps que tu vas passer à domicile avec une personne que tu vas évaluer, qui est en trouble cognitif, qui a en plus des problèmes de santé physique. Et ça, il faut que ce soit fait en temps de temps. Celui qui arrive est toujours convaincu d'avoir eu l'illumination. Regardez Barrett. Puis on relèverait tous les autres avant, puis sans doute, de bonne foi, ils ont eu l'illumination de la recette miracle qui va régler tous les problèmes. C'est ça, la recette miracle qu'on cherche sans vraiment prendre le temps de débattre de la forme que ça doit prendre avec les gens de toute catégorie qui les dispensent, ces services-là. Ce sont les dernières personnes qu'on pense à consulter quand on y pense. Donc, c'était vrai dans les années 80, puis plus le temps passe, plus on voit que la recette n'a pas changé. Ils ont continué à imposer une vision, la vision d'en haut, mais pas chercher à réconcilier les deux visions, parce qu'il y a peut-être du bon dans ce qu'eux pensent, mais l'amener à un niveau de faisabilité qui va améliorer les services. Ça, c'est... Puis ça, je vous dirais que ça n'a pas de couleur politique. Il y a toujours quelque part un hurluberlu qui pense qu'il vient d'inventer la roue. Et il faut être capable d'amener le gouvernement à des solutions plus réfléchies, pas se confier pieds et poings liés à un ministre qui pense avoir le don de régler les choses. L'illumination, exactement. Donc, c'est tout ça, c'est la capacité de travailler en équipe. Quand tu es dans le milieu, il faut que tu travailles en équipe, interdisciplinaire, parce qu'il y a différents types de professionnels. Il faut que tu conjugues, tu puisses imbriquer ce que chacun fait dans une ligne qui va être une suite logique pour permettre à une personne de s'en tirer avec le moins de dommages possible à sa santé. Ça devrait être comme ça aussi, à d'autres niveaux. Qui fait la discussion? Qui est capable de débattre avec le ministre de la Santé pour lui dire que ça ne peut pas se faire de même? Il y aurait le premier ministre, mais on a comme l'impression qu'il s'en lave les mains. Et ça, malheureusement, à travers le temps, il y a des étapes où il y a eu des appuis de l'ensemble du Conseil des ministres, puis il y a eu d'autres étapes où on a laissé ça aller dans les mains d'une seule personne ou avec son petit groupe à elle. Donc, j'ai l'impression que on passe de 80, 85, 90, 95, 2000 et
à chacune de ces fois-là où on a voulu faire des modifications, il y a eu les mêmes ratés. Ça ne se faisait pas de la même manière, mais il y a eu des ratés en cours de route qui font qu'on n'a jamais eu le résultat final complet d'un processus parce qu'il n'y avait pas d'argent pour réinvestir dans les soins à domicile. Parce qu'on a coupé du personnel, on en a manqué. Parce qu'on a envoyé à la retraite, on en a manqué. Parce qu'on avait diminué les admissions dans les cégeps et les universités, on en a manqué. Parce que c'est comme s'il n'y avait pas une chaîne de montage. Le premier boulon est aussi important que le dernier. Et c'est cet engrenage-là, on a l'impression que ça ne se poursuit pas jusqu'au bout. Qu'il n'y a pas une pensée unifiée pour que tout le système puisse suivre la cadence de ce qui est décidé. Pour être capable de suivre la cadence de ce qui est décidé, il faut participer à la décision. Sinon, on dit, tu fais ça, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, puis après ça, tu continues tout droit pendant 200 km. Mais ça n'a pas de résonance, ça n'a pas de... ça se répand pas, parce qu'on a dit, c'est ça. Si tout le monde est au gâteau au chocolat, si t'aimes pas ça, c'est pas grave, c'est ça. Ça se ressemble beaucoup de... Parce dans chaque réforme, il y a eu des bonnes choses, mais on n'a jamais accroché ça à l'ensemble du réseau lui-même. Puisqu'on n'attache pas les fils avec les acteurs, ceux qui la font, la job. Si on ne motive pas les gens, qu'on leur explique pas ce qui s'en vient, qu'on leur demande pas leur avis pour qu'ils puissent modifier des choses. On ne fait pas ça dans nos maisons. Hein? On est une famille. Quand il y a des projets qui s'en viennent, on l'explique à tout le monde, puis on demande la coopération de tout le monde. Pas juste dire, on a besoin de votre coopération. Comment on peut faire les choses? Qu'est-ce qui serait le meilleur pour la dispensation des services? Et c'est ça, c'est cet engrenage-là qu'on parle la machine, mais on n'invite pas les acteurs à y participer. On invite les acteurs à être acteurs. Faites pas de verre. Comment on peut gérer des ressources humaines si la notion d'établissement, la convention collective est faite avec une notion d'unité de soins, de département, dépendant des conventions, et d'établissement. Les règles de sécurité d'emploi, établissement, région, profession ou type d'emploi, comment est-ce que demain matin, la Gaspésie est devenue un établissement? Est-ce que les postes que je vais afficher vont s'afficher Gaspésie? S'il y a des coupures de postes, est-ce que j'irai bumper d'abord Gaspésie ou si je vais pouvoir le faire dans mon établissement en premier? C'est tout ça, là, c'est... Il n'y a rien. C'est un no man's land actuellement. Personne ne se préoccupe de ça. Qui plus est, il n'y a plus d'association patronale. La caisse est disparue. Il vient de sauter. Moi, je suis tout seul, là, dans ma Gaspésie. Comment je me mets en lien? Comment je peux prévoir des rencontres avec des collègues d'autres établissements qui sont employeurs comme moi, qui sont aux ressources humaines comme moi, pour qu'on se questionne sur quelle réponse on peut donner aux syndicats. Les syndicats, ils vont le faire, eux autres. Ils vont se rencontrer puis ils vont se parler. Mais les 37, 38 là, qui vont être responsables des ressources humaines dans les établissements, les nouveaux SISSSS, comment ils vont fonctionner? Parce que par leur association patronale,
j'ai eu des gros désaccords avec eux autres, souvent, sauf qu'ils faisaient un job. C'est pas vrai que tu as une uniformisation qui se bâtit tout seul. Là. Je réponds quoi à la sécurité d'emploi? Je réponds quoi au transfert de ressources humaines? Comment ça peut fonctionner? Bien ça, il n'y a plus d'association patronale. Je suis bien curieuse de savoir comment des établissements peuvent, hôpitaux, CLSC, CHSLD, tout mixer sur des territoires immenses, comment on peut uniformiser la pratique chez eux, mais comment chercher des réponses aux grandes questions qui sont soulevées. Ce qui a été marquant, bien sûr, au milieu des années 90, on le sait, c'est la fin du déficit zéro. Il fallait, dans le fond, que les services publics, comme ils n'amènent pas de profit, coûtent le moins cher possible. On ne peut pas faire d'argent avec une école, on ne peut pas faire d'argent avec un hôpital. C'est des gouffres, donc coupons le maximum pour qu'ils coûtent le moins cher possible, peu importe les conséquences. Ça a été donc une période 82, on a passé de 80 puis on est rendu à 90, mais moi je me rappelle de 82 quand on a eu la coupure de 20%. C'était M. Parizeau qui était là, comme ministre des Finances. Comme premier ministre, il n'a jamais lésiné non plus. Il n'a pas changé de manière de voir les choses. Là. Sur des aspects, c'est positif, mais sur d'autres, c'est vraiment la fin justifie les moyens. Et la fin, c'est arrivé que il y a eu toute la période du référendum, une effervescence extraordinaire, mais dans les établissements, le travail, que tu sois fédéraliste ou séparatiste ou indépendantiste, c'était le même travail qu'il fallait faire. Et au lendemain du référendum, quand Lucien Bouchard est arrivé, puis ça a été l'atteinte du déficit zéro qui est devenu la priorité, exactement comme Couillard le fait actuellement, les attitudes, là, peu importe la couleur au pouvoir, bonnet blanc, blanc bonnet, on veut pouvoir prouver au monde financier qu'on gère bien nos finances. Peu importe les conséquences. Je pense qu'à cette époque-là, notre situation financière québécoise était pire que ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que ça faisait plusieurs mois, voire années qu'on entendait parler de décote et que le Québec avait de la difficulté à obtenir l'argent qu'il voulait. Aujourd'hui, ce qu'on en comprend, c'est qu'on n'est pas les plus mal nantis. Pourtant, on nous sert le même discours qu'à cette période-là. Donc, milieu des années 90, ça a été un épisode de concertation entre les groupes syndicaux très intéressant. À cause de la menace qui était là, les centrales syndicales ont toujours eu une petite tentation de ne pas s'occuper des syndicats indépendants. Ça s'est amoindri avec le temps, mais c'est toujours été une tentation. Je vous dirais que c'est peut-être à cette époque-là où il y a eu le regroupement le plus large dans les rencontres qu'on avait avec M. Bouchard, c'était Jacques Léonard qui était au Conseil du Trésor à ce moment-là, Landry qui était aux finances. Il y a eu beaucoup de rencontres parce que, de départ, ce qu'on proposait aux organisations syndicales, c'était de nous payer 2h30 de moins, dépendant du nombre d'heures qu'on fait, parce qu'il y en a qui étaient à 32 heures, à 35 heures, à 36 heures et quart. Bon, de nous payer 2h30 de moins, et l'argent ainsi économisé, le gouvernement était prêt à nous payer ce 2h30 là, mais
amène nos surplus de régime de retraite. Parce que dans ce temps-là, on avait des surplus. Amène nos surplus de régime de retraite. Donc, ça n'aurait pas paru, mais on aurait vidé notre bas de laine. Et sur toutes les organisations syndicales, ça a été une fin de non-recevoir. Et ça a enclenché des discussions, des débats houleux, très longs, pour arriver au fameux départ à la retraite. Là. Mais il y a eu toutes sortes de mécaniques qui ont été mises de l'avant de part et d'autre pour en arriver là. Je me souviens de M. Bouchard, c'est un homme que je respecte, qui a des idées extraordinaires. Méchante tête, hein? On s'entend. On a avancé différentes hypothèses sur les départs à la retraite. On va faire partir du monde, vous en voulez combien? 14 000 ou 15 000 qui nous demandaient. Ben, nous autres, on disait que faire partir le monde à 60 ans, ce serait déjà, on pensait, nous, qu'on atteindrait la cible. Et le gouvernement, M. Léonard, disait que non, il fallait faire partir à 55. Mais eux, c'est comme s'ils n'avaient pas vu l'état du réseau. Avec toutes les transformations qu'il y avait eu avant, les gens cherchaient toutes les manières de s'en aller. C'était vrai dans l'éducation, c'était vrai dans la fonction publique. Donc, à partir du moment où tu ouvres une porte à 55 ans, il y en est parti près de 35 000 en incluant les cadres. Si on avait dit 60 ans, on serait à 12 000, mettons. C'était plus facile de dire on le fait à 59, on recule à 59. Hein? Tu prolonges de 3 mois, puis tu les aurais eu, tes 15 000. Mais c'était pas assez. C'était jamais assez. Alors finalement, ce qui est arrivé puis ce qui a été fait, c'est le 55 ans. C'était un objectif budgétaire. Comptable, absolument. C'était un objectif qu'on pouvait donner des chiffres aux financiers, aux banques, aux prêteurs. Il n'y a personne qui a, comment je dirais, cru qu'il y a autant de monde. Nous, on leur disait, il va y avoir plus de monde que vous pensez qui vont s'en prévaloir. Et en cours de route, tu ne peux plus l'arrêter, le processus. C'est impossible. Alors que ça aurait été faisable de dire, c'est 60 ans et plus, parce qu'avant ça, on ne pouvait même pas partir avant 62 ans. Si tu avais dit 60 ans et plus, déjà, tu en avais une bonne tranche. Et là, il aurait été possible de maintenir la barque à flot. Et tout ça s'est fait au même moment où on avait restreint des inscriptions dans les universités et les cégeps. Donc, tu fermes la champlure des deux bouts. Hein? Tu fermes le robinet dans l'établissement, tu laisses partir le monde, puis tu fermes l'entrée des universités et des cégeps. Donc, tu ne peux plus alimenter le réseau. Et c'est ce qui s'est passé. On a vidé. Sur le terrain, moi, je faisais beaucoup de réunions à cette époque-là. Et je me rappelle d'une infirmière que je connaissais bien, qui était une infirmière de l'Enfant Jésus, qui était venue à la réunion, qui m'avait dit « Je suis née avant terme. » 3 semaines plus tard, j'étais née à terme, je ne pouvais pas partir. Elle dit « J'aurais battu ma mère. » Le monde était prêt à partir, peu importe ce qui se passait. L'année précédente, il y avait eu un essai du gouvernement, parce que c'était prévu dans les conventions collectives, qu'il pouvait comme un peu racheter des départs, là. Donner 1 an de salaire. 1 an de salaire, là. Quand tu gagnes 30 000, tu ne vivras pas avec ça bien longtemps. Donc, ta retraite était hypothéquée et tu n'avais pas ce qu'il fallait pour bien vivre. Mais il y en a qui étaient partis quand même, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Donc, on se disait, ça se peut pas. Il va en partir, et il en est parti beaucoup trop. Donc, c'est pas une demande des syndicats. C'est une conséquence de l'action du gouvernement qui s'est produite à ce moment-là. Mais on a rencontré, on a eu l'objectif, on l'a atteint, le déficit zéro. Mais on a mis à genoux presque tous les réseaux. Ça a été fait dans l'éducation aussi, là. Des classes dégarnies, là, il y en a eu en masse, là. Ce qui fait que c'est une manière de faire qui a laissé des traces
Mais là, quand j'entends du monde dire encore à l'Assemblée nationale, là, les départs à la retraite, les départs à la retraite, 20 ans plus tard, ils seraient déjà tous partis, ce monde-là. On s'entend? Hein? Bon. Fait que, on respire par le nez, puis on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait pour garder le monde? C'est pas tout de serrer la vis. C'est qu'est-ce qu'on fait pour que les gens soient heureux au travail. C'est pas quand on n'entend personne se préoccuper de ça. Le travail de qualité qu'on dispense, ben, il se fait dans un environnement de travail. Il faut être capable de compter les uns sur les autres. Il faut savoir que notre rapport est essentiel. Pas juste se faire dire, ben, on n'a pas d'argent, pas d'augmentation pendant 2 ans, puis 1% pour les 3 autres années.